Un meurtre vient d'avoir lieu à Lafayette. Il y a plein de couvertures entreposées à l'arrière du break. Linda était mère célibataire. Elle faisait de son mieux pour élever sa fille. Tess était clairement devenue incontrôlable. Brian voulait que les autres pensent qu'il était capable de commettre les actes les plus graves et les plus sombres. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ça a tout de suite fait des étincelles. Je dirais qu'ils étaient accros l'un à l'autre. Il vouait à Tess un dévouement complètement aveugle, sur tous les plans. Ils étaient prêts à tout l'un pour l'autre. Il y avait véritablement un côté Roméo et Juliette dans leur dévouement. La situation était en train de dégénérer. Il lui a dit « Je peux m'en occuper si tu veux ». Elle avait la bouche ouverte et elle était allongée sur le dos comme ça. Et là... Tess a joué les manipulatrices. À mon avis, Tess a été le catalyseur qui a déclenché toute l'affaire. Elle savait parfaitement que Brian ferait n'importe quoi pour elle. Qu'est-ce qui va arriver à Tess? Je me souviens que Lafayette était une toute petite ville avant. On s'y ennuyait beaucoup. Quand j'étais jeune, on allait se balader dans les rues. C'est l'histoire de deux enfants qui ont grandi à Lafayette, qui se sentaient à part du reste du monde et qui ont cherché à se sentir puissants. Pour cela, ils se sont engagés sur la voie de la manipulation, de l'antagonisme et de la violence. Brian Grove avait 17 ans à l'époque. Il a rencontré Tess lors du Project Yes, une sorte de club où les jeunes pouvaient se rencontrer et qui avait lieu après les cours. Lors de leur première rencontre, Tess n'appréciait pas trop Brian. Mais je pense qu'avec le temps, Brian a fini par lui plaire et ils ont commencé à sortir ensemble. Il s'agit de deux jeunes personnes traversant toutes les deux une période difficile et faisant face à des problèmes similaires. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ça a tout de suite fait des étincelles et ils ont rapidement tissé un lien très fort. Brian était fan du groupe de hip-hop Insane Clown Posse. Il se considérait comme un juggalo. Leur musique est très sympa, mais certaines personnes ont interprété et utilisé leur message d'une mauvaise façon. Et ce, dans le but de justifier certains comportements. C'est certainement ce qui a plu et ce qui a attiré Brian, cette espèce de revendication antisociale. Quand lui et Tess ont commencé à se fréquenter, elle s'est intéressée à ce groupe et à cet univers. Ce n'étaient pas des enfants classiques, ils étaient plutôt du genre rebelle. C'était des jeunes qui séchaient les cours, qui fumaient de l'herbe, qui se moquaient de ce que les autres pensaient et qui faisaient des bêtises simplement parce que c'était drôle. Brian Grove était d'origine indienne et avait été adopté par un couple de Lafayette, au Colorado. Brian avait de l'affection et de l'amour pour sa famille adoptive. Mais il se sentait toujours à l'écart, toujours différent. Enfin, si je me fie à ce qu'il nous racontait. Il trouvait sa place nulle part. Plus jeune, il avait été harcelé par ses pères. Brian avait du mal à s'intégrer à Lafayette. Il avait des difficultés à l'école et cela l'a poussé à développer une sorte de fascination pour les actes de violence commis dans des écoles. Brian tenait un blog sur Internet où on pouvait trouver les paroles du groupe Insane Clown Posse. Il mentionnait aussi le fait d'aller dans une école pour tirer sur tout le monde. Il écrivait aussi sur sa grande fascination pour les lames, les couteaux, le fait de poignarder quelqu'un. Il s'agit d'un adolescent qui se considère comme un marginal et qui découvre un groupe de personnes dédiées aux marginaux, à des gens comme lui. Les fans du groupe Insane Clown Posse se font appeler les Juggalos. Leur imagerie violente, leur rassemblement, qu'ils appellent le carnaval noir, a très clairement eu une influence sur l'esprit de Brian. Par le passé, Brian avait déjà proféré des menaces de mort envers d'autres personnes. Brian voulait que les autres pensent qu'il était capable de commettre les actes les plus graves et les plus sombres. Tess Dam était une jeune fille de 15 ans. Elle n'allait plus à l'école depuis un moment. Elle était devenue clairement incontrôlable. Sa relation avec son père était quasi inexistante et il n'avait pas réellement cherché à se rapprocher d'elle. Il était totalement absent de la vie de sa fille. Quant à sa relation avec sa mère, elle était assez compliquée. Cela était dû en partie au fait que sa mère avait des problèmes d'alcool. Linda était mère célibataire. Elle faisait de son mieux pour élever sa fille. Elle cumulait 2 emplois. Elle essayait d'être une bonne mère. Linda offrait à sa fille un foyer vraiment décent, dans une maison en bordure de la ville. Linda venait de perdre un de ses emplois. Cela avait rendu les choses plus compliquées à la maison. Et c'est là qu'elle a commencé à boire.
Tess tenait un journal intime dans lequel elle écrivait qu'elle avait une bonne relation avec sa mère. Elle écrivait qu'elle l'aimait, mais que lorsqu'elle commençait à boire, les deux finissaient par se disputer. Linda avait tendance à se tourner vers la boisson quand les choses devenaient difficiles, et peut-être qu'elle s'éloignait un peu de son rôle de parent. Il y avait de nombreuses rumeurs au sujet de Tess quand elle était au lycée. J'avais une collègue dont le mari était professeur. Il enseignait au lycée que Tess fréquentait et il racontait qu'elle jouait la carte de la séduction et qu'elle essayait souvent de plaire aux garçons. Bien évidemment, il est tout à fait normal qu'une adolescente teste le pouvoir de sa sexualité sur les autres, surtout si elle se sent complètement impuissante chez elle. Brian et Tess se sont rencontrés aux environs d'Halloween en 2006. Brian a développé des sentiments très forts pour Tess. D'après moi, il était accro à elle. Je dirais même qu'ils étaient accros l'un à l'autre. Ils avaient une relation d'interdépendance. Ils n'aimaient vraiment pas être séparés l'un de l'autre. De l'extérieur, on aurait dit qu'ils étaient prêts à tout l'un pour l'autre. Il y avait véritablement un côté Roméo et Juliette dans leur dévouement. Ils pensaient être faits l'un pour l'autre et passer le restant de leur vie ensemble. En tout cas, c'était ce que Brian ressentait pour elle. Tess commandait Brian et il lui obéissait sans poser de questions. Il était complètement obnubilé par Tess. Parler de coup de foudre ou d'amour fou n'est même pas assez fort pour décrire ses sentiments. Il voit à Tess un dévouement complètement aveugle, sur tous les plans. Et ce, dès leur toute première rencontre. Linda, la mère de Tess, ne voyait pas d'un bon œil la relation de sa fille avec Brian. Celui-ci avait terminé ses années de lycée en avance, et il avait quitté la maison de ses parents pour s'installer dans un appartement avec un ami. Puis un jour, Tess a fait une fugue et a quitté le domicile familial pour aller vivre avec lui. Il y avait beaucoup de tensions entre Linda et sa fille, parce que Linda attendait d'elle qu'elle fasse des choses, disons, normales, comme aller au lycée, faire ses devoirs, aider à l'entretien de la maison. Bref, le genre de choses qu'un parent est en droit d'attendre de son ado. Linda faisait des efforts sincères pour élever sa fille de la meilleure façon possible. Tess et Brian voulaient à tout prix être indépendants, mais ils étaient encore mineurs. Linda était maternelle et protectrice, elle ne voulait pas qu'ils vivent seuls et qu'ils soient livrés à eux-mêmes. Malgré cela, elle a été forcée de faire des concessions pour que sa fille rentre à la maison. Linda a très nettement compris que la seule et unique façon de convaincre sa fille de revenir à la maison pour s'assurer qu'elle était en bonne santé et entre de bonnes mains était de l'autoriser à amener son petit ami de 17 ans avec elle. Linda essayait simplement de contrôler une situation incontrôlable. Elle savait qu'ils resteraient ensemble quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, et elle préférait les avoir sous son toit afin de pouvoir les surveiller. Linda s'est dit qu'elle pourrait garder un œil sur le petit ami de sa fille et veiller au grain. Mais elle a vite compris qu'ils avaient aussi une relation intime. Il y a même eu une fois où Tess a eu peur d'être tombée enceinte par accident. À partir de ce moment-là, la relation entre Brian et Linda est devenue conflictuelle. Elle pensait que le problème venait de Brian et que c'était à cause de lui que Tess devenait incontrôlable. À partir de là, Linda devait vivre avec deux adolescents complètement déchaînés, en plus d'avoir ses propres soucis à régler. Elle n'était clairement pas capable de gérer la situation, mais elle ne savait pas non plus comment la désamorcer. Linda n'apprécie pas tellement le fait que Brian vive sous son toit. La situation était en train de dégénérer. Je me souviens d'une fois où Tess et Brian sont partis dans un énorme délire d'adolescents du genre « Mes parents vont me renier, je déteste mes parents, j'espère qu'ils vont mourir et se retrouver au 7e cercle de l'enfer. » Bref, des propos complètement exagérés. Ils ont fini par se demander « Ce ne serait pas plus facile si on vivait juste à deux ?» Ou encore « Ce serait plus simple si elle n'était pas là. » Un soir, Tess et Brian sont allés dans leur fast-food préféré. Linda a appelé Tess 16 fois dans la même soirée. Du point de vue de Tess, ils sont sortis pour essayer de passer une bonne soirée à deux, et sa mère n'arrêtait pas de l'appeler. Elle voyait ça comme du harcèlement. Linda voulait savoir où ils étaient. Elle a prévenu Tess que si elle ne rentrait pas à la maison, si elle ne lui disait pas où elle était, Brian pouvait s'en aller. On voyait très bien à quel point Tess était en colère contre sa mère. Et on voyait aussi très bien à quel point le fait de voir Tess contrariée faisait de la peine à Brian. Mais
Ça arrive à tous les ados de dire un jour « Oh là là, si seulement mes parents étaient morts ». Urgence, j'écoute. Je veux rester anonyme. Vous pourriez parler plus fort? Le 27 février 2007, un peu après 22 heures, la police reçoit un appel d'une personne insistant pour rester anonyme. J'appelle simplement pour vous signaler qu'un meurtre vient d'avoir lieu à Lafayette. Il arrive de temps en temps qu'on reçoive des appels anonymes en plein milieu de la nuit. Généralement, les personnes sont très vagues et ne nous donnent pas assez d'informations utiles. Mais dans ce cas précis, quelque chose nous a poussés à être plus attentifs que d'habitude. Je ne connais pas l'adresse exacte, mais ça s'est passé dans une maison du quartier résidentiel en construction. Le poste de police de Lafayette a reçu un appel anonyme ce soir-là. La personne a expliqué à mes collègues qu'elle s'était rendue dans cette maison et elle a donné une description du quartier. Il y a une voiture gris métallisée dans le garage. C'est une Subaru, un break Subaru. Je vois, la voiture est un break Subaru gris, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a plein de couvertures entreposées à l'arrière du break. D'après ce que j'ai compris, il s'est passé quelque chose il y a environ 3 semaines. Vous avez un nom? Brian Grove. Et Tess, c'est sa petite amie. C'est la mère de Tess, la personne à qui ils ont fait ça. Je ne connais pas le nom de famille de Tess. Le poste de police a envoyé une patrouille dans le quartier qui ressemblait le plus à ce que la personne de l'appel anonyme avait décrit. L'un des agents de police avec une certaine Tess Dame habitait dans les environs. La police de Lafayette connaissait bien Tess et Linda, parce qu'on les avait déjà appelés à cette adresse et à de nombreuses reprises. Rien de bien grave à chaque fois, seulement des disputes de famille classiques. Tess avait déjà fait une fugue par le passé. Elle et sa mère avaient des altercations assez violentes. Lorsque la police est arrivée devant la maison, ils ont remarqué qu'un adolescent, qui se faisait appeler Pilgrim, sortait de la maison. Pilgrim était ami avec Tess et Brian. Ils fréquentaient le même lycée. On cherche simplement à comprendre ce qui s'est passé ici, d'accord? D'accord. Les agents de police ont commencé à lui poser quelques questions, comme « Où est Linda ?» ou encore « Qui est le parent responsable ici ?» Et Pilgrim a raconté que la mère de la famille n'était pas là quand il est arrivé, parce qu'elle était partie en vacances depuis quelque temps. Je vois. Les agents de police ne lui ont pas révélé tout de suite les informations sur l'appel anonyme qu'ils avaient reçu. Le but étant de voir ce que Pilgrim accepterait de leur dire de lui-même sans qu'ils aient besoin d'insister. Il leur a annoncé que ses amis étaient à l'intérieur, qu'ils étaient en train de se disputer. Quand la police lui a demandé à quel sujet, il a répondu « des trucs de couple classiques ». Les agents ont alors décidé d'aller frapper à la porte. C'est Tess qui a ouvert la porte. Brian se tenait un peu plus loin dans la pièce, juste derrière elle. La police leur a donc demandé de sortir de la maison afin de discuter, et ils ont commencé à leur poser des questions sur Linda. La première fois que les agents de police ont questionné Tess, elle a répondu qu'elle ne savait pas où était sa mère, que celle-ci était partie depuis plusieurs semaines. A priori, elle était partie en voyage toute seule. Tess a ajouté qu'avant de partir, sa mère lui aurait assuré qu'elle serait de retour à temps pour honorer un rendez-vous qu'elles avaient toutes les deux avec le directeur du lycée à propos de l'absentéisme de Tess. Brian, quant à lui, a expliqué aux agents de police que Linda était partie faire un tour plus tôt dans la soirée et qu'elle n'était pas encore rentrée. Elle aurait été vêtue d'un sweat à capuche gris alors qu'on était en plein hiver dans le Colorado. En général, quand la police reçoit différentes versions d'une même histoire, cela leur met automatiquement la puce à l'oreille. Les agents de police n'avaient pas de mandat de perquisition, mais ils savaient qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait un trou dans la porte du garage. Ils ont regardé à travers et ont remarqué qu'il y avait une Subaru. Elle correspondait à la description faite par l'appel anonyme. Quand ils ont vu la voiture, ils ont décidé d'emmener tout le monde au poste de police. Pendant qu'on emmenait les 3 adolescents au poste afin de les questionner plus en détail, d'autres agents sont restés devant la maison et attendent qu'un mandat de perquisition leur soit octroyé, afin de vérifier les dires de la personne anonyme. On a donc emmené Tess, Brian et Pilgrim au poste de police de Lafayette. Ils n'ont pas été arrêtés. Ce sont eux qui ont accepté de suivre les agents de police. On leur a passé les menottes, mais ils étaient libres de partir à tout moment.
Si on les a fait venir au poste, c'était pour pouvoir contacter leurs parents ou toute personne tierce responsable. Quand on a affaire à des mineurs, il nous faut l'autorisation des parents pour pouvoir leur citer leurs droits. On s'est déjà croisés avant, non? Ah bon? Ouais. Votre visage me dit quelque chose. Oui, et j'ai déjà vu ton père quelque part, je crois. Sûrement une histoire de couvre-feu. Vous êtes ensemble depuis longtemps avec Tess? Ça fait 4 mois. Enfin, demain, ça fera 4 mois tout pile. Demain, c'est notre anniversaire. C'est une bonne nouvelle. Où vous êtes-vous rencontrés? Au Project Yes. Ah oui, je vois. Ouais. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe avec elle, là? Des inspecteurs essaient d'obtenir un mandat de perquisition. Ils essaient de déterminer si les informations qu'on leur a données sont vraies ou pas. Non, je voulais savoir ce que vous faites avec Tess. Ah, avec Tess? Ouais. Elle est en train de parler avec un autre agent de police, de l'autre côté du bâtiment. Ouais, je me doute, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez si elle va bien? Est-ce qu'elle aura le droit de rentrer avec moi ce soir ou pas? Je sais pas. C'est à moi qu'on a confié la tâche d'interroger Brian Grove. Mais je me suis d'abord entretenu avec son père, puisque Brian était mineur. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je sais pas, ça pourrait aller mieux. Comment? J'ai connu mieux. Bien sûr. Je me présente, je m'appelle Scott. Brian avait l'air un peu nerveux. Après tout, il n'avait que 17 ans, il avait déjà eu des soucis avec la police, mais... Je l'ai également trouvé très calme ce soir-là, c'était un mélange de stress et de sérénité. Un de vos collègues m'a expliqué que j'étais accusé d'avoir fait ce qui s'est passé. Je vais être honnête avec toi, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. On a entendu plusieurs versions de cette histoire. Ah oui? Je viens de voir ton père. Il sait pas non plus ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué qu'on avait entendu peut-être 3 ou 4 versions différentes sur ce qui a pu arriver à la mère de Tess. Alors, c'est pour ça que je voudrais te parler. J'aimerais avoir ta propre version des faits. Ok. Tu es d'accord? Ouais. Parfait. Très bien. Tu peux me dire ce qui s'est passé? C'était il y a environ 3 semaines. D'accord. J'ai raconté à vos collègues que j'avais vu Linda plus tôt dans la journée. Je vais pas vous mentir, c'était faux. J'ai pas envie d'inventer des histoires sur ça. Je t'en tiendrai par rigueur, t'inquiète pas. Linda a quitté la maison il y a environ 3 semaines. Je vois. Elle a dit qu'elle serait rentrée avant la prochaine convocation de Tess qui a lieu le 2 avril. Mais on n'a plus de nouvelles depuis. Pour résumer, Brian m'a expliqué qu'il avait menti aux agents de police quand il avait assuré avoir vu Linda sortir. En fait, elle avait disparu depuis 3 semaines. C'était l'histoire que Tess nous avait racontée au départ. Mais dans l'esprit de Brian, il était clair qu'il avait une histoire toute prête et qu'il comptait bien s'y tenir. Linda vous a pas recontacté depuis son départ, si je comprends bien. Non. Elle ne t'a rien dit à toi? Je vois. Comment est-elle partie? Vous n'allez pas me croire, mais elle est partie comme ça. Comme ça, sans rien dire. Elle a pas pris d'affaires, elle est pas montée dans sa voiture. Au fur et à mesure, j'ai laissé entendre à Brian qu'on était en train de nouer un lien et que, par conséquent, on pouvait se parler franchement. Pour trouver une solution. On allait faire une perquisition dans leur maison. Écoute, j'ai qu'une seule question à poser. Est-ce qu'on va la trouver là-bas? Est-ce qu'on va retrouver Linda quand on fouillera la maison? Est-ce qu'on va trouver quelque chose qui sera en contradiction avec ce que tu me racontes en ce moment? Pas que je sache, non. Mais si je t'explique tout ça, Brian, c'est parce que j'ai envie de t'accorder le bénéfice du doute. Je préfère que tu me dises la vérité tout de suite, plutôt que de fouiller la maison et de trouver des preuves qui contrediront ta version des faits. Quand je lui dis ça, je remarque que son attitude commence à changer. Il a l'air de se dire « Ok, là, c'est du sérieux, ils m'ont chopé. Ils nous ont chopé. » Je voyais très bien qu'il avait atteint une limite. Il était sur le point de me dire toute la vérité. J'ai besoin de... Je peux vous demander quelque chose? Oui, évidemment. Tu veux boire quelque chose? Non, non, non. Je voulais... Est-ce que je peux voir ma petite amie? Juste 1 minute. Bien sûr. Mais je dois te demander pourquoi tu veux la voir. Je voudrais lui parler. Je vois. Je veux la voir pour m'assurer qu'elle va bien. Si j'accepte, qu'est-ce qui se passe? Si vous acceptez, je vous dirai tout. Toute la vérité? Sans détour? Ouais. Tu me feras pas le coup du « elle est partie faire un tour ». Non, je vous raconterai tout ce qui s'est passé. Absolument tout. Même les mauvaises choses. Même les mauvaises choses. Allez
simplement discuté, c'est tout. J'ai travaillé en tant que négociateur pour le SWAT pendant des années. En temps normal, on laisse pas la personne concernée discuter avec une autre, mais dans cette situation, c'était cohérent. Je devrais rester dans la pièce. Ça te va? Pas de problème. Bon, je vais aller la chercher. D'accord? Tiens le coup, mon grand, tu vas t'en sortir. Ok? On savait qu'ils étaient ensemble, donc si quelque chose de bizarre devait se produire, on serait là pour le voir et pour y mettre un terme immédiatement. La voilà. Coucou, mon chéri. Salut. Ce que je trouve très intéressant, c'est que Brian était dans une situation de crise et que sa première pensée a été « Où est Tess ? Il faut que je la voie tout de suite ». C'est une réaction plutôt atypique pour quelqu'un qui se retrouve dans cette situation. Mais cela montre aussi clairement à quel point Brian était dépendant de Tess. Hey Brian, je voulais que tu saches que je vous laisserai vous revoir juste après. Quand on aura terminé notre entretien tous les deux, vous pourrez vous parler. La police les a autorisés brièvement à se faire un câlin. Ils les ont laissés passer quelques minutes ensemble avant de ramener Tess dans l'autre pièce. Ce moment en aparté nous a permis d'établir une relation de confiance avec Brian. Ça lui a rappelé qu'on avait tenu notre promesse. Ok, on t'a laissé voir Tess. Alors, dis-moi ce qui s'est passé. Dans cette situation, Tess était comparable à une couverture de survie pour Brian. Il avait besoin de ce contact physique pour prendre son courage à deux mains. Cependant, Tess était aussi là pour lui rappeler qu'il avait énormément de choses à perdre. Lors de notre deuxième entrevue, Brian m'a donné une autre version. Il m'a raconté qu'il essayait de dormir et qu'il a fini par se disputer avec Linda. Elle serait entrée dans la chambre sans prévenir. Elle l'aurait forcé à sortir du lit. Elle avait un couteau à la main. Elle m'a reproché d'être la cause de ses problèmes. Et elle a essayé de me poignarder. La seule chose à laquelle j'ai pensé pour me défendre, c'était de faire pareil. Il m'a expliqué que c'était une histoire d'autodéfense. Mais je trouvais ça totalement illogique. Tu sais, résoudre ce genre d'affaires, c'est notre métier. Là, on va aller sur les lieux du crime, et il vaudrait mieux que ce qu'on y trouve corresponde à ce que tu me racontes là. Parce que si c'est elle qui t'a attaqué en premier, on trouvera des preuves pour valider cette histoire. Mais si tu as perdu le contrôle et que c'est toi qui l'as agressé, on trouvera également des preuves. C'est pour ça que je préfère que tu sois honnête avec moi et avec tout le monde. Je préfère que tu me dises la vérité pour pouvoir aller de l'avant. Tu comprends ? Quand je lui ai dit ça, il m'a raconté qu'il l'avait attrapé par le cou et qu'il avait essayé de l'immobiliser contre le mur. Il a ajouté qu'elle s'était débattue et qu'à un moment, elle était parvenue à le frapper à la tête. Il avait fini par se retrouver derrière elle. Il l'avait tenue par derrière avec un seul bras. Cette prise avait fini par l'étrangler et qu'il l'avait serrée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il était persuadé d'en avoir terminé avec elle. Mais Linda n'était pas encore tout à fait décédée. Elle a commencé à faire du bruit en se réveillant. Alors Brian a pris un couteau, un petit canif qu'il avait dans sa poche, et il s'est mis à la poignarder, dans le cou. Je lui ai mis 4 coups en tout. Un ici, un ici, un ici et un autre ici. Je vois. Ensuite, j'ai tourné le couteau dans la plaie. À cet endroit-là? Ouais. En fait, elle avait la bouche ouverte et elle était allongée sur le dos, comme ça. D'accord. Et là, j'ai... Est-ce qu'elle s'est arrêtée de respirer après ça? Ouais. D'accord. Quand on a reçu le mandat de perquisition, des inspecteurs et une équipe de la police scientifique se sont rendus à la maison. Il était évident que des personnes avaient fait la fête à plusieurs reprises. La maison était dégoûtante. Avec des emballages de nourriture partout, il y avait de la nourriture laissée à l'air libre. Si vous preniez 3 adolescents et que vous leur donniez quartier libre pendant 3 semaines dans une maison, c'est exactement ce à quoi elle ressemblerait. En entrant dans la maison, il y avait une chose que l'on voulait déterminer en premier. On voulait savoir s'il y avait un corps quelque part, puisque l'appel anonyme stipulait qu'il y en avait un dans la voiture. Quand les enquêteurs sont entrés dans le garage, ils ont tout de suite remarqué une odeur étrange. Ils savaient déjà ce que c'était. C'était l'odeur d'un corps en décomposition. Il y avait une Subaru vert clair dans le garage. On a remarqué que quelque chose était enroulé dans des couvertures à l'arrière. On a réussi à identifier le corps, il s'agissait bien de la mère de Tess.
Linda Dam. La première scène de crime que nous avons trouvée était la chambre à l'étage. Il y avait du sang sur le matelas. D'après les indices, il était évident qu'ils avaient déplacé le corps. Ils avaient utilisé les draps pour le soulever et le traîner jusqu'au garage. Linda était en pyjama quand les faits ont eu lieu et quand son corps a été retrouvé tel quel à l'arrière de sa propre voiture. Vu l'état du corps, il était clair qu'elle était décédée depuis un long moment. Lorsque Brian a fait sa déclaration aux agents de police, il a raconté qu'il avait poignardé Linda 4 fois dans le cou et 1 fois dans la bouche. Mais lors de l'autopsie du corps, on a découvert que Linda avait reçu non pas 5, mais 18 coups de couteau sur le cou. Quand on met 18 coups de couteau, ce n'est pas de l'autodéfense. C'est un état de rage majeur. On est face à un jeune adolescent qui en veut au monde entier et qui rêve d'actes de violence depuis très longtemps. Et à ce moment précis, la personne contre laquelle il est le plus en colère, c'est la mère de Tess, Linda Dam. Il était en colère contre Linda parce qu'il était persuadé qu'elle ne s'occupait pas bien de sa fille. Il était en colère contre elle parce qu'elle l'avait récemment menacé de le mettre dehors, ce qui l'aurait séparé de Tess. J'ai rencontré Tess au poste de police, juste après que mes collègues qui avaient été envoyés chez elle l'ont amenée. Elle attendait, assise sur une chaise dans l'entrée, au niveau de l'accueil. La police a tenté de joindre le père de Tess, avec qui elle n'avait plus aucun contact. À ce moment-là, il ne connaissait pas encore la nature de leur relation, il savait simplement que c'était son père. Celui-ci a donné son consentement pour que la police interroge sa fille. J'ai été le premier de l'équipe d'enquêteurs à interroger Tess seule à seule. J'ai remarqué que Tess faisait beaucoup plus jeune que son âge. Elle ne semblait ressentir aucune émotion vis-à-vis des événements récents. Je dirais que la meilleure façon de la décrire à ce moment-là serait de dire que c'était une coquille vide. Elle n'exprimait aucune émotion. La première chose que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Lorsque j'ai commencé à lui poser des questions simples, à un moment, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « Vous savez, ma mère vient de mourir, ce n'est pas n'importe quoi. » Elle m'a expliqué que le 3 février, Brian et elle étaient sortis dans un diner de la ville. Ce soir-là, Tess a mentionné le fait qu'elle aimerait que sa mère ne soit plus là. Elle exprimait sa frustration vis-à-vis de sa mère. Elle disait qu'elle ne l'aimait pas, parce que c'était une alcoolique. Tess nous a précisé qu'elle avait dit tout ça à haute voix et que Brian lui aurait dit « Je peux m'en occuper si tu veux ». Elle nous a assuré qu'elle ne pensait pas que Brian était sérieux. Il n'est pas impossible que Tess ait fait comme n'importe quelle adolescente et qu'elle se soit plainte de sa mère de manière exagérée. Mais visiblement, Brian était sérieux et avait en tête une solution bien plus violente à ce problème. J'ai interrogé Tess dans un premier temps, puis j'ai interrogé son ami Pilgrim. Pilgrim a eu un comportement normal, le genre d'attitude qu'on attend dans ce type de situation. Il avait peur de ce qui allait se passer. « Détends-toi, ça va aller. Je veux surtout que tu t'en tiennes aux faits et que tu dises la vérité, ok ?» L'interrogatoire de Pilgrim a été un élément clé, car il s'agissait de quelqu'un qui était un peu plus détaché des événements. Il n'avait aucun lien affectif avec Brian ou Tess, il était beaucoup plus neutre dans l'affaire. Il était donc en mesure de nous raconter une histoire plus claire, de nous dire comment ça avait dégénéré, et de nous donner un point de vue un peu plus objectif. C'est grâce à Pilgrim que nous avons su que Tess était beaucoup plus impliquée que ce qu'elle disait. Le soir où c'est arrivé, je me souviens que... on était assis tous les trois. Pilgrim a expliqué qu'ils étaient allés tous les trois au diner. Il a écouté les conversations entre Tess et Brian. Il n'arrêtait pas de parler de Linda, la mère de Tess, et du fait qu'elle avait des problèmes d'alcool. Il a entendu Tess demander à Brian qu'il fasse quelque chose pour régler le problème. Ce à quoi Brian a répondu « Je peux m'en occuper si tu veux ». Au début, il a cru qu'ils ne parlaient pas sérieusement et qu'ils étaient seulement en train de se lâcher et de parler des problèmes avec Linda. Puis, il nous a raconté que les choses avaient dégénéré. La discussion est devenue de plus en plus sérieuse et Brian a fini par dire « Je vais m'en occuper pour toi ». Plus tard dans la soirée, Tess se serait tournée vers Pilgrim et lui aurait demandé « Tu penses qu'on pourrait s'en sortir sans se faire prendre ?» Pilgrim aurait alors répondu « Oui, je crois que vous pouvez vous en sortir, mais je ne veux rien avoir à faire là-dedans. » À mesure que la soirée avançait, ils ont continué à parler de cette idée. Ils ont commencé à se monter la tête et à s'énerver parce que Tess recevait constamment des appels de sa mère. Je me souviens que Pilgrim a précisé qu'elle avait reçu au moins une dizaine d'appels.
Ils sont restés dehors jusqu'à une heure extrêmement tardive. Il était 4 heures passées. Linda continuait d'appeler sa fille. Il faut que tu rentres à la maison. Tu n'as pas besoin de sortir aussi tard. Il faut que tu retournes au lycée. Il s'agissait des thèmes récurrents dans la relation entre Linda et sa fille. C'étaient les points de friction qu'il y avait constamment entre elles. Tess refusait de rentrer chez elle. Elle refusait d'écouter sa mère et elle a même fini par lui raccrocher au nez. Alors sa mère l'a rappelée. La situation empirait. Linda n'arrêtait pas d'appeler et elle a dit que si Tess ne rapportait pas la voiture, elle appellerait la police. Si tu ne rentres pas à la maison, si tu ne me dis pas où tu es, Brian devra partir. Tess a raconté aux enquêteurs qu'elle avait déposé Brian à la maison parce qu'il voulait rentrer et aller se coucher. Mais Pilgrim et elle voulaient encore se promener dans le quartier. Ils ont donc fait un tour en voiture. Puis Brian les aurait appelés pour leur demander de rentrer à la maison. Ils sont donc revenus et lorsque Pilgrim est entré dans la maison, Tess a commencé à se demander s'il ne s'était pas passé quelque chose avec sa mère. Mais elle n'en était pas sûre. L'interrogatoire de Tess a évolué petit à petit. On apprenait au fur et à mesure ce qu'elle savait et quand elle avait été mise au courant des faits. Brian est descendu de la voiture, je l'ai vu entrer dans la maison en repartant. On a fait un tour en voiture d'environ 20 minutes. Pilgrim nous a raconté que Brian avait appelé Tess et qu'il demandait à Pilgrim de l'aider pour quelque chose. À cet instant précis, Linda Dam était déjà décédée. Mais Brian avait besoin d'aide pour déplacer le corps. Pilgrim ne voulait pas l'aider parce qu'il ne voulait pas être impliqué à ce point. Mais Brian l'a fait culpabiliser en lui disant qu'ils étaient dans le même bateau. J'ai besoin d'aide et si tu refuses, je vais finir derrière les barreaux et tu auras des problèmes. Pilgrim accepte donc à contre-cœur. C'est là qu'ils ont déplacé le corps de Linda jusqu'au garage pour le mettre dans la Subaru. Pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 3 semaines, non? Parce qu'on ne savait pas quoi faire du corps. Brian et Tess auraient essayé un certain nombre de solutions différentes pour se débarrasser du corps de Linda. Parmi d'autres choses, Brian a fini par sortir le corps de la voiture pour le placer par terre dans le garage. Puis il a pris une scie et a cherché à démembrer le corps afin de créer des morceaux plus simples à jeter. Mais il s'est rendu compte qu'il était difficile de découper un corps. Il a donc arrêté. Par la suite, Brian a appelé un certain Jared Guy, son meilleur ami d'enfance, et lui a demandé de l'aide. Initialement, Pilgrim avait prévenu qu'il ne voulait pas être impliqué, qu'il ne voulait pas l'aider à disposer du corps. Quant à Jared Guy, il est arrivé dans l'histoire quelques jours après que le meurtre a eu lieu. À de nombreuses reprises, ils se sont demandé comment ils allaient pouvoir se débarrasser du corps. Il y a un cimetière dans le comté de Boulder, là où se trouve la ville de Lafayette, située non loin du lycée qu'ils fréquentaient à l'époque. Ils se sont donc rendus au cimetière vers 23h30. Ils sont descendus de la voiture. Ils ont sorti des pelles pour creuser. Mais on était en plein hiver au Colorado, donc le sol était dur comme de la pierre. Jared Guy a expliqué qu'il avait creusé l'équivalent d'un coup de pelle et qu'il s'était arrêté. La terre était beaucoup trop dure. Brian, lui, a continué de creuser et a réussi à faire un petit trou. Mais celui-ci n'est pas assez grand pour contenir le corps de Linda ou pour le cacher en le recouvrant de terre. Pendant qu'ils essayaient de placer le corps de Linda dans le trou, ils ont cru apercevoir quelqu'un. Il était environ 1h30 du matin quand ils ont cru apercevoir une voiture. Celle-ci avait l'air de s'approcher de l'entrée du cimetière. Ils ont pris peur, pensant que c'était la police. Dans la panique, ils se sont dépêchés de mettre le corps dans le trou, l'ont recouvert de terre, sont remontés dans la voiture et sont partis. Sur le chemin du retour, Brian a changé d'avis et a insisté pour retourner récupérer le corps parce qu'il n'était pas enterré assez profond. Alors ils ont fait demi-tour, ont repris le corps de Linda au cimetière, l'ont remis dans la voiture et sont repartis vers la maison. Jared Guy a raconté que sur le chemin du retour, Tess était assise sur la banquette arrière et a commencé à s'assoupir. Jared a alors mis un CD et malgré ce qui venait de se produire, ils ont essayé d'enterrer le cadavre de la mère de Tess. Elle se serait réveillée et redressée pour lui demander « Tu pourrais me faire une copie de ce CD ?» En psychologie, ce pourrait être ce qu'on appelle la dissociation.
Tess n'arrive pas à se faire à l'idée que le corps de sa mère est dans le coffre de la voiture. C'est pourquoi son cerveau se déconnecte de tout ce qu'il se passe autour d'elle. Les enquêteurs ont demandé à Tess « Comment as-tu fait pour vivre 25 jours dans cette maison en sachant que le corps de ta mère était dans le garage ?» Elle a déclaré qu'en réalité, elle n'y pensait quasiment pas. À l'époque, c'était comme si le corps n'était même pas là. Tess n'avait que 15 ans à l'époque des faits. Des études scientifiques ont prouvé le lien entre le développement du cerveau d'un adolescent et leur appréhension de la responsabilité et des conséquences dans une situation criminelle. Il est possible que cet acte soit le résultat d'abus lorsqu'elle était enfant, mais cela peut être aussi la preuve qu'elle avait des tendances sociopathes ou psychopathes. Ce qui signifie que Tess peut parfaitement ne pas avoir conscience de ce qu'il s'est passé ce soir-là. Qu'est-ce qui va arriver à Tess une fois que je serai... J'en ai aucune idée. D'après ce que j'ai compris, elle était au courant des faits, mais elle l'a su après que c'est arrivé, c'est ça? Oui. Elle ignorait aussi que ça allait se produire, non? On l'ignorait tous. Mettez-vous à la place de Brian. Il n'a voulu accuser personne d'autre à part lui-même. Cependant, si Tess n'avait pas été là, je doute fortement que ce meurtre ait eu lieu. Notre enquête a montré que le soir du meurtre, les 3 adolescents étaient en train de rentrer à la maison, mais qu'ils recevaient encore des appels. Le dernier que Tess a reçu était à 5h30 du matin. Linda était à bout de patience. À mon avis, Linda a fini par craquer. Elle a dit à sa fille, « D'accord, si tu refuses de rentrer, si tu refuses de faire ce que je te dis, je ne veux plus que Brian vive avec nous. Je vais emballer ses affaires dans un sac et il devra se trouver un autre endroit où aller. » Tess raccroche et ils finissent par arriver dans l'allée devant la maison. Là, ils remarquent un sac de sport posé devant l'entrée. Pilgrim nous a avoué qu'à ce moment-là, Tess s'est tournée vers Brian et lui a dit « Fais-le ». Brian l'a embrassé. Ils se sont dit tous les deux « Je t'aime ». Puis il est descendu et il est entré. Vous pensez que je vais pouvoir rentrer chez moi? Eh bien, il va falloir que tu assumes les conséquences de tes actes, tu comprends? Quand quelqu'un meurt, on évalue toutes les possibilités qui ont pu en être la cause. Des possibilités, il y en a plein. Est-ce qu'il est possible que j'aille en prison pendant une très longue période? Il ne faut surtout pas oublier que Brian était aussi très jeune. Il n'avait que 17 ans. Il est clair qu'il ne comprenait pas les conséquences qu'allaient impliquer ses aveux. Il ne faut pas non plus oublier que pour la première fois de sa vie, il se sentait aimé et accepté. Il a certainement eu peur de perdre tout cela. Brian a été condamné pour meurtre au premier degré. Tess a été condamnée pour conspiration dans le but de commettre un meurtre au premier degré. La vérité, c'est que Tess savait parfaitement que Brian ferait n'importe quoi pour elle. D'après moi, Tess voulait réellement que sa mère disparaisse du paysage. À mon avis, Tess a été le catalyseur qui a déclenché toute l'affaire. Pendant les interrogatoires et le procès, Tess n'a jamais voulu avouer qu'elle avait donné à Brian le feu vert pour tuer Linda. Toutefois, Brian Grove n'aurait absolument jamais tué Linda Dam sans l'autorisation expresse de Tess, sans que Tess ne le lui ordonne. Si vous tuez la mère de la personne que vous aimez, sans que cette personne ne soit d'accord, cela remet toute votre relation en perspective. C'est même une cause de rupture imminente. Pendant notre enquête, nous avons admis l'idée que Tess s'était comportée de façon froide et calculatrice quant à son implication dans le meurtre. La réalité derrière cet événement, c'est qu'ils sont tous les deux autant responsables de la mort de Linda Dam. Brian a bien sorti le couteau, mais tout porte à croire que c'était Tess qui tirait les ficelles. Il semblerait qu'aux yeux de Tess et de Brian, il n'existait qu'une seule et unique solution pour qu'ils puissent rester ensemble. Et cela impliquait la suppression du paramètre Linda. Les discussions entre Tess et Brian revenaient régulièrement au même sujet. Ils cherchaient un moyen de commencer une nouvelle vie ensemble. Ils ont envisagé l'idée que Tess touche de l'argent en héritage après le décès de sa mère. Et ils ont émis la possibilité de reprendre la maison de Linda ou de récupérer une éventuelle assurance vie.
Dès le début du mois de janvier 2007, Brian avait réfléchi à la possibilité de revendre la maison de Linda et d'utiliser l'argent de la vente pour acheter un nouveau bien avec Tess, afin qu'ils puissent emménager à deux, ainsi qu'avec tous leurs amis. Brian Grove a été jugé en tant qu'adulte. Il a plaidé coupable pour meurtre au second degré et a été condamné à 40 ans de prison. Sa date de libération sous conditionnel est estimée au 22 décembre 2031. Il a fait ce qu'il voulait faire. Il a assassiné quelqu'un. Il a pris la vie d'une autre personne et ce n'est pas bien. Rien ne peut justifier un tel acte. Dans cette affaire, Tess a également été jugée en tant qu'adulte. Au fur et à mesure de la procédure, elle a commencé à jouer la carte de la maltraitance infantile. Elle a assuré que sa mère l'avait maltraitée durant son enfance et même après. Mais nous n'avons jamais réussi à valider ou étayer ces dires par des informations conséquentes. Puis, au fur et à mesure que le procès avançait, elle a aussi essayé de porter de nouvelles accusations, cette fois-ci envers sa relation avec Brian. Elle a indiqué qu'il la maltraitait également. Mais il n'y avait absolument aucun indice prouvant que Brian ait jamais été violent ou abusif envers elle. Elle nous a finalement expliqué que Brian lui avait totalement lavé le cerveau et l'avait poussé à commettre ce crime. Mais elle ne m'avait jamais parlé de ça pendant ses interrogatoires au poste de police. D'une certaine façon, ces nouvelles accusations en disaient long sur cette histoire. Tess était prête à se débarrasser de la personne qui avait sacrifié sa liberté pour elle, dans le simple but de sauver sa peau. Je suis persuadé que Tess aimait Brian, mais je doute qu'elle l'aimait de la même façon que ce que la plupart des gens imagineraient. Sa conception de l'amour était spéciale. Je sais qu'elle tenait à lui, mais peut-être pas assez pour faire passer ses intérêts et son bien-être avant les siens. C'est sans doute pour ça qu'elle s'est dit qu'il fallait que Linda meure. Tess a manipulé Brian pour le convaincre de poignarder monstrueusement sa mère jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tess a finalement plaidé coupable pour meurtre au second degré et pour incitation à commettre un meurtre au premier degré. Tess Dam a été mise en liberté conditionnelle en 2019. Je ne sais pas trop quoi penser de toute cette histoire. Le rôle de Tess a été horrible. Elle va devoir vivre avec ça. Mais encore une fois, elle avait 15 ans à l'époque. Je pense qu'il ne faut pas oublier de prendre cela en compte. La peine qu'elle a reçue a été décidée en adéquation avec l'âge qu'elle avait à l'époque des faits. Si quelqu'un avec 20 ans de plus commettait le même crime, il ou elle recevrait une condamnation bien plus lourde. Nous sommes face à une enfant qui se retrouve impliquée dans la mort d'un de ses parents. D'aucuns pourraient dire qu'elle a ordonné la mort de sa mère. Linda Dam aimait sa fille. Mais Tess lui a rendu l'appareil en l'assassinant. Je suis convaincu que Tess a dû avoir une enfance terrible, étant donné que sa mère avait de très gros problèmes d'alcool. Cependant, le fait que ce soit sa propre fille qui l'ait tuée, ça dépasse véritablement mon entendement. Personne n'a une vie parfaite. Votre vie n'est pas parfaite. La vôtre n'est pas parfaite non plus. Il faut l'accepter. Ta mère était loin d'être parfaite, elle avait ses défauts. Mais elle ne méritait certainement pas de mourir juste parce qu'elle n'était pas cool avec toi.